Auditrices et auditeurs de la 96.3, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour le débat de ce matin. Les sujets retenus pour Rétro 7 de ce jour sont l'attaque terroriste de Pinkankandi, dont le bilan côté assaillant est désormais connu, la réouverture des frontières terrestres togolaises, l'examen du bac 1 dont l'utilité fait débat, la tentative de coup d'État au Mali, le retrait du Mali du G5 Sahel, la polémique en France sur le refus de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye du PSG qui a refusé de porter un maillot arc-en-ciel à la gloire des LGBT. Pour décortiquer ces sujets, et pour nous, j'accueille deux confrères. Francisco Napokura, le patron du journal, le bimensuel Tampa Express, et le jeune et dynamique directeur du journal en ligne Togo Breaking News, Didier Assogba. Bonjour à toutes et à tous, chers confrères, bonjour et merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin. Bonjour, Rila. Bonjour. Et Francisco Napokura, c'est la première fois que nous vous accueillons sur le plateau de Rétro 7, je le disais, vous êtes le directeur de publication et du journal Tampa Express. Pourquoi l'appellation Tampa Express pour votre journal? Merci, doyen Delagbo. C'est également un plaisir d'être avec vous. Mais ça fait la deuxième fois que j'arrive dans ce studio. La première, c'était une émission sportive. Ah oui. Et puis à l'époque, Kinti faisait le show dans le championnat. Depuis qu'on l'a envoyé en enfer, on est un peu sorti du sport. C'est ça. Et Tampa, c'est en pays bassa, c'est le tam-tam parlant. Ah oui. Comme à Topani. Oui. Et donc, en fait, nous avons voulu faire quand même quelque chose de traditionnel un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière qui vont arriver, surtout en matière culturelle. On est en train déjà de faire un travail sur le terrain à propos, pour, n'est-ce pas, faire revivre le pays Bassa et tous les liens, parce que quand vous prenez Bassar, même avant l'arrivée du colon, vous savez que c'est des gens qui maîtrisaient déjà la technologie du fer, c'est-à-dire depuis l'extraction du minerai jusqu'au haut fourneau pour sortir la matière fer, donc qui livraient à ses voisins, que ce soit du Ghana, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui Ghana, même jusqu'aux côtes. Parce qu'à l'époque, on nous avait, sinon les historiens nous disent que au niveau, par exemple, du trône royal d'Aneho, Bassar avait sa place, même jusqu'à Kbalimé. Donc, en fait, c'est des choses, l'histoire qui n'est pas connue du Togo. Oui. Mais on sait, le général... Mais ça veut dire qu'il y a comme un certain brassage. Il y avait un certain brassage à l'époque. Il ne faut pas que les gens... J'espère qu'on aura une autre occasion pour approfondir ce sujet. À une de votre journal qui est paru cette semaine, voilà, il y a plusieurs titres, mais celui qui a retenu tout de suite mon attention est le suivant. Espace, sciences et technologies, pratiques managériales et performances des radios de proximité. Docteur Napokura Kosik Bandi propose des pistes de solutions. C'est vous-même, docteur Napokura. Alors, d'abord, quel est le constat général que vous avez fait sur la gestion et les performances des médias de proximité et qui vous ont conduit à proposer des pistes de solutions? Oui, vous savez, avec la libéralisation des ondes, à partir des années 90, on a constaté la prolifération, sinon l'expansion des médias à travers nos pays. Ce n'est pas seulement le Togo, dans pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone. Et au départ, même, c'était entre-temps la francophonie qui essayait de créer des radios. Et au Togo, le Togo en a eu, je crois, 3, finalement 4. C'est-à-dire quand on prend les radios rurales de Nochenda Paon, Bina, FM à Lavé, et voilà. Donc c'était les 4. Mais à un moment donné, la francophonie s'est rendue compte que les Togolais avaient du génie. C'est-à-dire avaient commencé également par créer des médias. Et on voit tous les jours les médias naissent, ne meurent pratiquement pas, puisque je l'ai bien dit que les médias qui ont disparu en tant que radio, que je ne parle pas de presse écrite, en tant que radio, ce n'est pas par faute de management, mais c'est plutôt
par d'autres soucis. Par exemple, quand je prends Nostalgie, la fréquence a été retirée, ce n'est pas parce qu'il y avait mauvaise gestion. Quand je prends comme City FM, oui, City FM, oui. Et Sud Média également, c'est pratiquement, et même la radio Solaire. Donc, ce n'était pas par mauvaise gestion, c'est plutôt par d'autres soucis que l'autorité avait brandi. Et on constate que les gens viennent, alors que c'est dans un secteur où tout le monde crie que ça ne va pas, mais personne ne jette la craie sous les bras. Donc, nous avons voulu voir qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui amène autant de monde à ce. On sent également que, en fait, la radio, par exemple, aujourd'hui, nous avons telle émission. Tout ça a été noté. La présence, c'est-à-dire que on a respecté l'heure. Oui. Quand vous voyez pratiquement tous les médias, il y a rarement un média va rater l'heure de son émission. Et quand on voit les innovations sont perpétuelles. Et je prends par exemple le cas de Canal FM, par exemple, avec son émission Club de la Presse qui a commencé même déjà par se délocaliser. D'accord ? Et quand je vois Victoire FM le matin qui donne la parole aux gens, c'est ça qui fait aussi la proximité de oui, mais quand on lit votre titre pratique managériale et performance des radios de proximité, Dr Napoukura Bandi propose des pistes de solutions. Comme si, mais là, quand vous écoutez, on a plutôt le sentiment que vous félicitez les radios, que la gestion de ces radios-là. Oui, puis c'est le constat finalement fait. Oui, et pourquoi alors vous parlez encore de proposer, pourquoi vous proposez encore des pistes de solutions? Oui, il faut améliorer. Il faut améliorer parce que le travail qui a été fait, c'était un travail exploratoire. Nous avons questionné des responsables, même, et Radio Victoire FM a répondu à nos questionnaires. Quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, c'est-à-dire que les dirigeants responsables, les dirigeants qui ont répondu, vous demandez à Canal FM, est-ce que vous avez, par exemple, le business plan, d'accord, pour la gestion? Canal FM a répondu oui. D'accord? Et Victoire FM a répondu oui. Beaucoup de radios. Vous connaissez le budget, et c'est des outils de gestion indispensables. Vous avez la carte CFE, oui. Ça veut dire que les gens ont l'esprit d'entreprise. Ce qui se fait n'est pas notre problème. Nous avons questionné pour voir est-ce que ça se fait. Les gens ont dit oui, nous en avons. Nous avons un business plan, nous faisons la gestion commerciale, la gestion des ressources humaines, comment vous recrutez vos personnels. Les gens nous ont renseignés pour nous dire comment ils recrutent leur personnel. Et dans l'ensemble, vous constatez qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. Ils se débrouillent pas mal. Mais il faut quand même améliorer, comme vous dites. Il faut améliorer. Maintenant que les gens ont dit que nous le faisons, dans les prochaines recherches, on va aller voir maintenant, sur le terrain, est-ce que ce que les gens disent qu'ils font, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est bien fait? Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Et Didier, vous êtes le directeur, je le disais, et d'ailleurs vous n'êtes plus à présenter sur Victoire FM, vous êtes le directeur de Togo Breaking News. Alors, considérez-vous votre journal en ligne comme un média de proximité? Et quel constat général vous avez fait sur la gestion, puisque je sais que vous faites aussi des recherches par rapport à ça, quel est le constat que vous avez fait sur la gestion générale? Oui, surtout que je suis en face de l'un de mes enseignants et que je suis actuellement en phase de rédaction de mémoire justement sur la thématique du digital, de la communication digitale, qui se veut essentiellement une communication de proximité d'abord, parce que le digital aujourd'hui reste une communication beaucoup plus facile, plus proactive et plus décomplexée, comment on va dire, plus dématérialisée aussi, qui permet aujourd'hui de toucher à la fois beaucoup de personnes par un message, par une idéologie et beaucoup de choses à la fois. Et donc aujourd'hui, nous pensons que nous restons un média de proximité. Même si aujourd'hui au Togo, les statistiques ne nous avantagent pas en matière de taux de pénétration d'Internet, on rend quand même grâce à Dieu de ce que notre pays commence par
s'ouvrir un peu sur ce terrain-là. Parce que vous savez, dès le départ, on avait présenté Internet comme une arme chimique qui allait détruire le pouvoir, ce qui avait braqué les autorités à l'époque et qui n'avait pas décidé d'ouvrir les vannes. Mais maintenant que tout le monde sait que la communication, ou enfin l'Internet aujourd'hui reste un outil indispensable, même pour le développement économique et dans tous les secteurs pratiquement, on ne peut plus se passer de l'Internet. Vous avez vu le gouvernement même a révolutionné sa communication dernièrement pour être beaucoup plus proche de la population, une communication de proximité qui ne se fait pas forcément par les radios ou par les télés, mais qui se fait plutôt par le digital aujourd'hui. Et donc, nous considérons que nos médias restent des médias de proximité, dans ce sens où si des gens ont écho de ce qu'il y a un problème dans la ville, s'il y a une actualité dans la ville, ils vont, le premier réflexe aujourd'hui du Togolais, c'est d'aller chercher sur Internet, voir est-ce qu'un média en ligne en a parlé pour avoir les détails et la véracité des faits. Voilà. Donc, et puis c'est pas pour rien que lorsqu'il y a des manifs ou lorsqu'il y a élection, on coupe Internet. Voilà. Ça veut dire que c'est aujourd'hui l'Internet, comme on le dit, réseaux sociaux. C'est une puissance. C'est une puissance. Évidemment. Voilà, un autre titre à la une de Tampa Express, et puis c'est aujourd'hui la première fois qu'on vous reçoit, et honneur donc à Tampa Express aujourd'hui. Un autre titre, rapprochement entre Faure Gnassingbé du Togo, colonel Assimi Goïta du Mali, la diplomatie de Luc le lièvre et Kakou Ananzé l'araignée. J'avoue que j'ai besoin d'aide pour comprendre ce titre plutôt énigmatique. Qu'est-ce à dire, monsieur Napokura? Oui, on a pris par rapport à la métaphore du lièvre qui sait courir, mais qui court avec trop de grimaces. Et tellement qu'il fait de grimaces alors qu'il sait bien courir, mais il se fait rattraper finalement par le chasseur. C'est-à-dire que si il avait, disons, fait fi à, disons, laisser les grimaces de côté, il irait plus loin. Donc le Togo aussi est dans cette dynamique diplomatique que le professeur Daniel avait titré le général Eyadema, le diplomate ou le pyromane. Donc aujourd'hui, on constate que tout ce qui a été fait par le passé, c'est-à-dire que le Togo était au chevet de la Sierra Leone, le Tchad, oui, partout, en Côte d'Ivoire même tout dernièrement. Et aujourd'hui, dès que l'affaire du Tchad encore est venue, le Togo était, c'est-à-dire de Eyadema père à Eyadema fils, se retrouve au niveau du Tchad. Et maintenant, c'est le Mali qui est le nouveau cordon. Donc, par le passé, quand on a vu, il y a des intérêts quand même derrière cette démarche, parce que ces pays, la Sierra Leone, regorge beaucoup d'or, tout comme le Mali. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts que nous avons voulu ressortir. Alors, d'accord. Didier, quand on va sur le site de Togo Breaking News, le grand titre qui, en tout cas jusqu'à hier, je ne sais pas, ce matin, je n'ai pas visité le site, le grand titre qui sautait aux yeux, hier le suivant, Presse-Chapelle, Bishop Paul Niang lance la célébration des 30 ans de l'Église. Alors pourquoi ce choix Ça c'était notre dernier article de la journée de jeudi. C'est ça. C'était juste un compte rendu de lancement d'une activité de cette église-là, Presse-Chapelle, que des gens connaissent bien à Lomé, qui est dirigée par l'évêque Paul Niang, et qui est au Togo depuis plus de 30 ans ou 34 ans maintenant, selon ce qu'il a dit. Donc un Nigérian qui est devenu pratiquement un Togolais, qui a fait toute sa vie ici, qui a eu ses enfants ou son enfant ici, et qui a créé cette église-là, qui est là, qui traverse le temps, qui a traversé les difficultés même politiques et tout ce que le Togo a connu jusqu'à ce jour, et qui est toujours là, mais qui s'agrandit, qui s'enracine. Et l'église fête la semaine prochaine, c'est 30 ans. Et donc, ils ont lancé les festivités le jeudi dernier. Oui. Notre journal a été convié. Et donc, nous en faisons un compte rendu juste sur le site. C'est-à-dire que vous accordez aussi de l'importance au social, ou en tout cas, ou peut-être aux religieux, bien entendu, de société. Bien entendu, en tant que média qui se veut être un grand média aujourd'hui, parce que c'est notre ambition. Tout le monde. Il faut être sur tous les sujets, dans tous les domaines, ne pas laisser de potentiels lecteurs, de potentiels sur le carreau. Voilà, sur le carreau. Voilà. Non, mais c'est très important, ces hommes d'église. Il y en a qui font du bon travail. Bien sûr que
il y a des, disons, voyous dedans, mais il y en a qui font du Comme il y en a dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Professeur, si vous permettez, cette église, par exemple, vous voyez, en 30 ans, a mis en place une école primaire. Ils construisent un hôpital qui donne des soins aux gens et qui font des œuvres, ils font des dons un peu partout dans les villages, de Lomé jusqu'à Sokoré. Donc, vous voyez, c'est une église en même temps, mais qui apporte quand même son pierre au développement à l'édification de la société togolaise, avec une école qui forme des jeunes, des enfants, avec des structures qui apportent de l'aide aux veuves, des femmes, vous savez, elles sont nombreuses dans les églises. Souvent, c'est des veuves, souvent, c'est des femmes célibataires qui ont besoin d'aide. Et cette église-là, à ma foi, fait quand même beaucoup, avec quand même, quand on prend juste ces deux volets-là, l'école et l'hôpital. Oui. Et puis, non, quand vous prenez les hôpitaux, je suis seulement deux. À Fagna, par exemple, et à Gouniobo, c'est par l'église. Oui. Et vous voyez le travail que ces hôpitaux font. Et à Fagna, à Gouniobo, produisent, par exemple, l'oxygène qu'ils utilisent dans leur centre. Ce que le centre de référence, qui est le CH Tokoin, est incapable. Parce que quand vous allez au CH Tokoin, on achète les bonbons de gaz tous les jours, alors qu'on pouvait le produire. Et le CH Tokoin avait les dispositifs pour pouvoir produire de l'oxygène. Voilà la cherté de l'oxygène. Je veux parler du père Marianne Chivas, qui a été ancien secrétaire général de l'OCDE. Présentement, il est à Palimé, à Tovigan. Mais le travail que ce monsieur a fait à travers ce pays en matière humanitaire, mais je vous assure que jusqu'à présent, si on dit que on décore même les gens et que le Togo n'a jamais pensé poser une petite décoration sur ce monsieur, le père Marianne Chivas, il est allemand. Il est toujours là. Il est au Togo. Quand vous voyez, c'est quelqu'un qui a 80... Les gens de la région, c'est Tové. Tové, c'est Agou. Aussitôt après Agou. Les autorités ne le connaissent pas. Non, je dis, il a fait Lomé pendant longtemps. Ancien secrétaire général de l'OCDI. D'accord? Et après, il a pris sa retraite. Mais il continue les œuvres. C'est un grand homme. Et il y a des églises où des gens font de la formation en entrepreneurial. Par exemple, quand nous voyons aujourd'hui ce qui se fait au Togo comme création d'entreprise, c'est-à-dire que quelqu'un va au CFE, ça c'est ce qu'on appelle la déclaration d'entreprise. Ils ne poursuivent pas le processus et ils disent qu'ils ont l'entreprise. Mais quand vous n'avez pas une formation, comment créer une entreprise avant d'aller ouvrir une entreprise, c'est déjà un échec. Mais il y a des églises aujourd'hui qui le font au Togo. Donc, il va falloir que ces bonnes œuvres-là, comme il a écrit, que ça soit connu et encouragé. Oui, encouragé, voilà. Oui, encouragé parce que il faut que je pense que l'imaginaire collectif change son regard envers les églises. Bien entendu, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. On ne peut pas s'en passer, même dans l'armée, dans la police, dans les médias, dans le gouvernement, partout, il y a des brebis galeuses. Mais il y en a qui font quand même du sérieux, et comme il a dit, il faut que ces œuvres soient reconnues. À mon sens, je ne vois pas le gouvernement partager des cahiers aux élèves lors des rentrées. Mais on voit plusieurs églises qui font. Il a donné l'exemple des grands hôpitaux qui font quand même du travail. Le chef de l'État lui-même serait né à Fagna. Donc voilà, ce n'est pas le cas. Il y a quand même l'apport inconsidérable aujourd'hui des églises dans le développement du Togo, et ça, il faut quand même en parler et que ça soit connu de tout le monde. Alors, il y a aussi un titre là dans Tampa Express, mais on va pas le commenter. Le pouvoir d'achat se souffre douleur du régime, par manque de temps, à cause du manque de temps. Le pouvoir d'achat se souffre douleur du régime togolais. Combien gagne le chef de l'État? Vous avez le chiffre? Vous voulez me donner le chiffre? Non, on ne donne pas le chiffre de salaire de quelqu'un. Mais alors, pourquoi posez-vous alors la question? Oui, c'est que quand vous voyez que ce soit les chefs d'État, les dirigeants, les élus, même les maires et autres que nous avons élus tout dernièrement, mais tout ça, c'est nous qui les nourrissons. C'est le peuple, c'est le citoyen qui leur donne autant de confort. C'est-à-dire quand vous voyez le confort dans lequel ils vivent, c'est le peuple qui donne. Puisque c'est le budget, les cotisations, les impôts, tout ça là qui rapporte au budget. Donc ils vivent
partir de ça. Mais on voit que ce bien-être que le peuple donne à ses dirigeants n'est pas partagé. En ce sens que lorsqu'on annonce des mesures de lutte contre l'inflation, de lutte contre et la vie chère, même bien avant de sortir une mesurette, qu'est-ce qu'on fait? On crée une taxe, d'accord? On augmente le carburant. Donc ça veut dire que le bien-être que le peuple, les citoyens donnent à leurs dirigeants par rapport à cette contribution au budget, le retour n'est pas reconnu par les dirigeants. Donc nous en appelons... vous estimez que le retour n'est pas, le retour de l'ascenseur. Puisque la satisfaction du peuple n'y est pas, parce qu'à chaque fois qu'une mesure sort, on dit que c'est insuffisant. Et quand on analyse, par exemple, quand vous prenez par exemple la suppression de la TVA, sinon l'abattement de la TVA, les produits qu'on a cités, j'avoue que moi, peut-être ça fait 1 ou 2 semaines, moi, j'ai pas bu du lait. Est-ce que vous comprenez? Peut-être d'autres personnes. Mais ce qui nous concerne, c'est le riz, par exemple. Le blé, le financement du blé, ou bien, comment vous l'appelez, subvention du blé, c'est que nous sommes en train de financer les agriculteurs d'autres pays, ça, de la Russie, de l'Ukraine. Malheureusement, que l'Ukraine, c'est ça qui nous démontre aujourd'hui que nous sommes dépendants, nous, ici, de l'Ukraine. Mais est-ce que nous allons continuer de manger le blé? Et il n'y a pas d'autres matières. Des Togolais ont sorti des pains à partir du manioc, à partir d'autres produits. Pourquoi ne pas les financer? C'est-à-dire que l'argent qu'on prend pour subventionner cela, pourquoi ne pas les financer, mettre les machines à leur disposition pour qu'ils puissent fabriquer local. Et c'est tout ce qui allons en profiter. Alors venons à présent au premier sujet de ce débat. On connaît enfin le bilan complet de l'attaque terroriste de Kankandy. Selon le gouvernement, les affrontements entre les forces de défense et de sécurité du Togo et les djihadistes ont fait 15 morts côté des terroristes qui ont tout de même réussi à emporter leurs morts et à les enterrer de l'autre côté de la frontière. Didier, on se sentait un peu humilié quand le premier bilan donné par le gouvernement n'avait évoqué que les pertes du côté togolais. C'est bon quand même pour le moral de savoir que nos FDS ont quand même pu montrer leurs muscles, ou plutôt fait parler leurs armes, n'est-ce pas? Je suis heureux qu'à la fin le gouvernement se décide à vraiment compléter sa communication. Parce qu'au départ, c'était une communication qui allait à volo. Quelque part, on ne peut pas parler d'affrontement et qu'on nous donne le bilan et que le bilan est négatif que pour un seul côté. Ça ne rendait pas service au moral du Togolais et des gens se sont posés beaucoup de questions. Moi, par exemple, quand l'information a été donnée, qu'on en avait parlé, le soir quand je suis rentré à la maison, la première question que ma femme m'a posée, c'est de savoir donc que nos soldats n'ont même pas pu arrêter un seul ou tuer un seul. Mais à travers cette question, je me suis dit que plusieurs se la posent également un peu partout sur le territoire et même à l'international, ailleurs, les Togolais qui se sont expatriés. Comment est-ce qu'on dit qu'une 60aine de personnes sont venues s'attaquer à nous et qu'on a riposté quand même et que, bon, à l'heure du bilan, on ne nous dit absolument rien, que nous, on a perdu 8 personnes avec beaucoup de blessés aussi, avec des dégâts aussi, et qu'on ne nous dise rien par rapport à ce qui est arrivé à nos assaillants. Heureusement que 2-3 jours après ce communiqué-là du gouvernement, le ministre de la Sécurité a senti quand même le besoin de le dire, mais on aurait aimé que ce bilan-là également soit mentionné dans le premier communiqué. Ça rassurerait les populations parce que c'est ce que moi j'avais dit au départ, que les Togolais ont besoin d'être rassurés, que l'armée est efficace, puisqu'on nous a vanté le mérite de notre armée depuis très longtemps, que sur des opérations, l'armée togolaise est appréciée, efficace, tout. On a besoin aujourd'hui que nous-mêmes, nous sommes en difficulté, on a besoin quand même que la réaction de notre armée nous rassure et rassure, fasse du bon au moral. Oui. Finalement, c'est ce qui est fait, c'est ce que le ministre a communiqué. On dit bravo et on a besoin aujourd'hui que, pour faire face à ces éléments-là, on a vu quelques images circuler, c'est pas rassurant non plus, ces images ne sont pas rassurantes. Il faut véritablement qu'on équipe
notre armée de façon à pouvoir faire face à cette menace-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement en danger. On va en venir. Francisco Napokura, dites-moi aussi, et finalement, ce bilan-là, côté assaillant, c'est quand même bon pour le moral des Togolais, n'est-ce pas? Oui, il faut saluer la bravoure de nos soldats. Et moi, je le dis souvent, on leur demande beaucoup avec peu de moyens. Nos soldats ont besoin d'être vraiment rassurés. Et hier, on a vu les images de l'hommage qui a été rendu depuis le camp de Nkrumah, où 8 soldats est tombé. Et ça nous a fait un peu froid au dos parce que on n'a pas senti la présence, par exemple, du chef de l'État. C'est très important parce que 8 soldats, ce n'est pas qu'ils sont décédés en allant dans les funérailles quelque part, mais attaqué, c'est tout le Togo qui a été attaqué. D'abord, on n'a même pas eu à dire au moins, sinon à décréter un jour de deuil national. Parce que c'est très important, c'est la première fois, bon, en dehors de ce qui s'était passé entre Gilles Christ et Yadema dans les années 86 avec les terroristes du 23 septembre, mais aujourd'hui je peux dire que c'est un grand événement significatif dans l'ordre du terrorisme. Ici c'est l'extérieur qui nous attaque et non notre propre frère par le passé. Donc il aurait fallu quand même ce signal pour montrer que vraiment nous sommes solidaires avec nos soldats. Et puis, quand nos soldats meurent, on ne va pas aujourd'hui rendre hommage à Nkrumah, demain à Kara, après-demain à Djarkbanga. Non, il faut que nous aussi, on ait une place, ne serait-ce que peut-être la place des martyrs, où on peut rendre hommage à nos soldats, parce que c'est dispersé. Peut-être que ça va arriver. Oui, c'est très important, parce que c'est des gens que nous envoyons sur le chemin de bataille. Et quand ils vont, il faut que leur arrière, qu'on sente qu'après leur mort, on les a pris également, effectivement, comme des soldats qui sont allés à la guerre. Oui, et Francisco Napokura, vous disiez, vous déploriez tout à l'heure l'absence du chef de l'État à cette cérémonie d'hommage. Mais le chef de l'État nous dit qu'il avait fait une tournée dans le Nord pour aller encourager les forces de défense de sécurité. On ne sait pas ce qui s'est passé et pourquoi hier il n'était pas là pour la cérémonie, mais il avait déjà fait un déplacement pour aller encourager, d'après les informations qu'on a reçues, les éléments des forces de défense de sécurité. C'est quand même encourageant, n'est-ce pas? Bon, si ça suffit, mais est-il que les soldats aujourd'hui ont laissé des veuves et des orphelins? Il ne faut pas que on voit ce qui se passait, où quand un soldat meurt, on dote un camion. Le camion qui prend le corps, c'est le camion qui ramasse les enfants et les effets du camp. En même temps, on les débarque au village. Il faut que ça... on puisse avoir, tel que les citoyens arrivent à entretenir le gouvernement plus que les pupilles de la République, il faut que également ces soldats, quand ils meurent, que leurs enfants, leurs familles soient considérés. Parce que ce que je dis, c'est important. On a connu des soldats qui sont morts, même au Mali, ailleurs, mais des gens qui ont reçu des balles à l'extérieur, quand ils sont revenus, ils ont été délaissés. Alors que quand vous recevez une balle, c'est à vie et vous allez mourir et avec toujours des douleurs et tous les jours. Donc, il faudrait qu'on puisse véritablement voir la situation des militaires, des soldats et que ce ne soit pas en allant à une mission qui peut venir aussi se faire un chien ou chose, mais il faut que son salaire soit déterminé. Et ça aussi, nous parlons toujours du, comment vous l'appelez, du statut particulier de la police et autres qui avait été voté. Et ça, on rend vraiment les salutations au gouvernement pour ça, mais il va falloir que ces statuts ne soient pas seulement faits de vote, mais que les décrets d'application sortent pour que, au moins entre la population et les forces armées, s'ils sont bien payés, au moins les braquages ou bien les raquettes que nous déplorons tous les jours et qui font des fissures entre population et forces de sécurité, ça va cesser. Vous voulez parler de raquettes? De raquettes, voilà, pour que ça fasse
une symbiose. Voilà, on va avancer parce que le temps nous prend la gorge déjà. On signale un plan d'urgence de plus de 16 milliards de nos francs pour la région des Savanes qui a subi les 2 attaques terroristes ayant visé le Togo. Alors, les domaines ciblés sur ce plan seraient l'eau, la santé et l'électricité. Alors, on peut considérer que c'est quand même une bonne nouvelle pour la population de cette région qui est considérée comme la plus pauvre du Togo, n'est-ce pas, Didier? Non, bon, avant de venir sur le plan d'urgence, moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi le chef de l'État s'est rendu invisible sur ce coup? Parce que lors de la première attaque de San Luaga, on l'a vu sur les images, il y était, ce n'était pas caché, c'est communiqué, le chef de l'État qui est là, qui a réagi, le Togo est attaqué, il est là pour rassurer tout le monde. Et en le voyant, pas seulement les soldats, mais même le citoyen lambda, sera rassuré de voir que le Togo est attaqué, le chef de l'État est allé. Mais sur ce coup, on se demande, pourquoi il est invisible? En fait, s'il avait été déjà à San Luanga, et si, comme on le dit, il a fait le tour, il a fait une tournée là-bas dans le nord après cette dernière attaque. Le chef de l'État, c'est un être humain, on ne sait jamais. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il est. Voilà, on ne peut pas savoir tout. Mais je suis d'accord avec le constat que vous faites. Oui, non, mais de façon honnête, oui. Aujourd'hui, le chef de l'État, il est quand même chef du Togo, il est président du Togo. Quelles que soient les priorités, le Togo est attaqué. Si le pays est attaqué, le chef de l'État a besoin, chef de guerre, chef des armées, a besoin d'être celui qui est là, qui donne le tempo. Donc on aura besoin de le voir. Et bon, moi je ne me... Il est peut-être, il se sent peut-être un peu triste. Il ne s'est pas rendu à Niopuma pour l'hommage quand même, mais on aurait dû le voir au front pour aller rassurer encore les gens. Ça rassurerait toute la population, c'est ce que je dis. Oui. C'est peut-être les gens qui n'ont pas voulu, s'il y était et qu'on n'a pas voulu partager les images pour rassurer les gens, c'est une mauvaise communication là, parce que en crise, il faut qu'on voit le chef donner les tempos. Ça, c'est connu de tous en communication de crise. Enfin, moi j'ai étudié la communication avec mon enseignant ici. Non, mais pour le plan d'urgence pour la région de Savanes, en fait, c'est le sentiment que j'ai. J'ai ce sentiment-là de ce que on s'en est pris très tard. Très tard. Mais il vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Oui, sauf que l'ennemi nous a tellement calculé de longue date pendant que nous on dormait. L'ennemi nous a tellement calculé, a calculé nos points de faiblesse de très longue date. Et c'est pas forcément en allant creuser, en allant mettre des forages, tout ça, qu'on va stopper le terrorisme à nos frontières. Le mal togolais, et c'est ça, je pense que puisqu'on y est maintenant, je pense que les gens vont quand même accepter que des vérités soient dites et que des gens fassent des analyses qui aident le pays à sortir, à se relever quand même. Parce que le mal togolais est assez profond. Quand il y a un problème qui se pose dans le pays, on fait tout pour qu'on n'en parle jamais. Et des gens se taisent. Même les populations qui sentent des besoins de beaucoup de choses ne disent rien, se taisent. Et vous voyez pourquoi les ONG, même des ONG bidons, bizarres, ont pignon sur rue dans ces régions-là. Parce que si vous parlez, on va vous taxer d'opposants, de tout ce que vous connaissez, et on vous fera des représailles et tout ça. Les gens préfèrent se taire dans leur misère, taire leur ressentiment. Et quand des étrangers viennent, ils disent que nous allons vous donner un peu d'eau, nous allons vous mettre les latrines, nous allons faire ceci, et vous mettre les écoles coraniques ici et là. Les gens acceptent assez rapidement parce que d'abord, l'État est absent sur le terrain et on ne vous permet pas d'exprimer véritablement ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est attaqué d'abord au niveau de San Luaga que le Conseil des ministres se déplace. Je comprends le tableau que vous décrivez. Maintenant, le tableau est sombre et maintenant le gouvernement réagit. Maintenant, oui. Et voilà, il sort là, je viens. Oui. C'est là que je viens maintenant. Puisque maintenant, on se rend compte qu'on a pris beaucoup de retard et qu'on veut rattraper, il faut vraiment y aller. Il faut y aller de façon assez rapide parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut occuper le terrain et veiller à ce que également le mal togolais, l'autre mal togolais ne gangrène pas ce plan d'urgence pour la région des Savanes. À savoir qu'on annonce des plans, on décaisse quand même de l'argent des fois, mais on prend des entreprises qui sont incapables de dérouler les projets parce que l'entreprise appartenant à tel ou proche de tel
et les entreprises sont incapables de dérouler ces projets-là, et in fine que les populations sentent un peu comme c'est de la poudre aux yeux, et qu'il y a eu de l'effet de l'annonce, 16 milliards, et qu'à la fin, on ne voit rien, absolument rien sur le terrain. Il y a plusieurs projets. Vous voyez, aujourd'hui, on a pris de l'argent, on a fait des prêts sur le dos des générations futures pour faire la route de Lomé à Néro. Vous voyez le problème qui est créé sur la route là-bas, les gens ne peuvent plus se rendre facilement à Néro. Donc que ça ne soit pas le cas, le problème de route, ça se pose également à la région là-bas, entre Dapaon et Mandouri. Ça fait combien d'années que la route là en construction ne finit jamais, et que des gens tombent dans l'eau dans la rivière Kmendial, n'importe comment, il y a souvent des noyades et sur la route là-bas, des gens ne peuvent pas aller, il faut prendre le détour par, je ne sais pas, Mango et tout. Pour ceux qui connaissent un peu la région, il y a un problème général dans la gestion. Et ce problème-là, c'est pas forcément le chef de l'État, mais ceux qui sont autour de lui, certaines fois ne l'aident pas à mieux faire. Mais sur ce plan d'urgence, il faut quand même, j'ai suggéré sur une radio dernièrement, qu'il y avait un temps une cellule de suivi des projets prioritaires au niveau de la présidence de la République. Il faut qu'on déploie ces cellules-là pour le suivi de l'exécution de ce plan d'urgence, parce que là, c'est un projet d'urgence, c'est un plan d'urgence. Il faut une cellule de suivi spéciale pour voir que les projets qui ont été annoncés, les actions qui sont annoncées dans la région de Sambouane sont effectivement déployées, et que l'argent est allé véritablement dans ce projet. Voilà, et voilà, Francisco Napokura, un mot rapidement sur ces... Oui, le mot ou le mal, c'est la corruption. C'est la corruption. Si on dirige la corruption en mode de gouvernance, regardez, les gens, la presse a sorti des dossiers sur des gens, mais 2 jours après, c'est eux qui sont nommés ministres. C'est-à-dire que ce que la presse a dit, ça ne voit. Alors que c'est des choses avec preuve à l'appui. D'accord? Mais quand des gens font du travail bidon, mais je prends un exemple. On a dit ici construction des marchés. Les gens ont pris des milliards pour aller construire des hangars qu'ils ont construit marché. Regardez le marché d'Agoué, est débordé jusqu'à sur la route. Si l'argent qu'on avait pris à l'époque, je crois avoir travaillé même sur ce dossier, quand même on avait fini le marché, on n'avait pas fait le sol. J'avais fait un article sur ce truc. Et quand on avait évalué, l'argent là pouvait permettre de construire un bâtiment, ne serait-ce que R+1. Aujourd'hui, le problème du grand marché serait un peu résolu là-bas. Et peut-être, jusqu'à ce jour, on aurait pu ajouter peut-être encore 2 étages. Ça fait peut-être 3 ou 4 étages, comme le grand marché de Lomé. On aurait absorbé tout. Quand vous allez à Goyassié, c'est de l'argent qu'on a gaspillé. Et celui qui a fait ça a été promu pour être Premier ministre. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on n'a pas, disons, l'ambition, ou on n'a pas un réel programme pour construire un pays, on ne peut que gaspiller de l'argent et faire du surplace. Regardez sur 15 ans et sur 10 ans environ, 2012 à l'argent qu'on a mis dans l'agriculture. Et dire aujourd'hui que les céréales, il nous faut l'Ukraine pour nous nourrir. Est-ce que vous voyez? Alors que nous avons 614 milliards de 2012 à 2017. 614 milliards ont été mis dans l'agriculture au Togo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si la corruption n'est pas combattue, les 19, on dit les gens ont dépassé 614 milliards pour juste un secteur, et que nous sommes encore dans une situation précaire en matière d'alimentation, qu'est-ce que 19 milliards peuvent faire? 16 milliards. Voilà, 16 milliards peuvent faire. 16 milliards ne feront rien. C'est-à-dire qu'on va encore prendre ça, aller, on va faire des forages qui ne vont pas tenir. Comme l'a dit Didier, peut-être que le gouvernement sera très vigilant cette fois-ci pour donc, suivre les travaux. Alors, lors de l'émission Audi Actu de jeudi dernier sur Radio Victoire, une émission animée ce jour par Joachim Agbeti, nos éditeurs ont répondu à la question suivante. Et que devons-nous faire en tant que Togolais pour contrer la menace terroriste au Togo? Je vous propose un échantillon et des réponses de ces auditeurs. Vous avez beau crier djihadiste, rien ne percera la peau des djihadistes. C'est la balle. Eux qui détiennent les balles, c'est les militaires. On a beau parler des civils, c'est vrai, mais ceux qui manipulent les mitraillettes, c'est eux. Parmi eux, il faut former des enquêteurs. Vous voyez, il y avait un gendarme, Amouzou, à son âme. Quand il y a un problème, monsieur Amouzou, 3 jours, il détecte tout ce qu'on lui a dit. Et vous
voyez les choses. Le Togo n'est pas le seul objectif. Tous les pays sont visés aujourd'hui. Il n'est à l'abri. Ce que j'aimerais dire, j'ai été vraiment peiné lorsque j'ai entendu que la population doit travailler en symbiose avec l'armée. C'est dans certains pays comme le Togo que malheureusement les gens utilisent l'armée lors des répressions, alors que c'est la police et la gendarmerie qui ont ce rôle. L'armée est dévouée à la défense de l'intégrité du territoire. Mais lorsque vous voulez engager une répression, si vous savez que ça va arriver de l'ordre de l'ampleur de l'armée, changez de stratégie. Mais quand vous mettez l'armée en opposition avec la population et quelques jours après, vous demandez une symbiose, c'est pas magique. Il faut retrouver la confiance entre l'armée et la population. L'armée n'a pas vocation à réprimer. Quand nos dirigeants vont comprendre ça sera comme au Nigeria où quand l'armée arrive, toute la population applaudit parce que les libérateurs qui sont arrivés. Vous savez, aujourd'hui, les djihadistes, ce n'est plus des Touaregs, c'est des gens qui ont le même teint que vous et moi. Ils sont plus en boubou, ils sont en jean et t-shirt. Ils s'adaptent à la stratégie que vous utilisez contre eux. Si vous n'avez pas de base fondamentale dans votre stratégie. La première chose que moi je souhaiterais, il serait mieux quand l'événement a eu lieu, le président de la République parle à tous les Togolais. Secondo, il faut chercher le pourquoi, le comment de la situation. Pourquoi les djihadistes veulent attaquer le Togo? Comment ils sont arrivés jusqu'à ce point à attaquer un camp avec la frontière entre le Burkina et le Togo? Quand tu connais comment la chose est arrivée, tu sauras comment contre-attaquer prochaine. Troisième position, il faut penser vraiment à une égalité économique et sociale dans le pays. Ceux qui sont au nord, comment on les considère? On les laisse comme ça et tout le Togo même, il y a trop de haine dans le cœur de plusieurs. Les gens sont mal jugés, les gens sont mal emprisonnés, les gens ont de l'amertume dans leur cœur. Comment est-ce que vous voulez que de pareils gens disent la vérité parfois quand ils ont peur de vous? Que si je ne sais pas dire, on va m'emprisonner. Pour commencer, pour dire à tous les filles et fils de cette nation que les terroristes ne trouveront pas une terre fertile dans notre chef pays, le Togo. Ils ont mal choisi leurs ennemis. Il y a urgence. L'urgence nous oblige aujourd'hui le rassemblement des filles et fils de la même nation que nous appartenons de faire un bloc derrière nos forces de l'ordre et de sécurité pour pouvoir mener l'offensive contre ces terroristes-là. Et j'exhorte tous les partis politiques, l'opposition. Il est souhaitable aujourd'hui que le chef des armées sorte de son silence pour arracher le micro. Si vous voyez la stratégie du président ukrainien, la stratégie de prise de parole à chaque fois qu'il mène, cela a aussi favorisé la résistance du peuple ukrainien devant la deuxième puissance mondiale qui est la Russie. Ce que moi je voulais dire à nos autorités, il ne faut pas qu'ils rentrent dans une répression aveugle dans la partie où les trucs sont passés comme ils le font à Lomé. Il suffit qu'une seule personne en conflit avec l'armée rentre dans une maison. Ça passe tout le monde aveuglement. Il ne faut pas qu'ils font la même chose là-bas, sinon ils risquent de retourner la population contre eux. Pour que la population ne donne pas de renseignements. Ce qu'on doit faire, il faut maintenir leur salaire à leur part intégralement jusqu'à la retraite. Leur salaire là doit être à leur part qu'à la retraite. C'est ça qui va faire remonter le moral des soldats. Second tout, le gouvernement doit beaucoup s'approcher de la population parce que la population doit beaucoup faire pour aider le gouvernement. Sinon ça n'ira pas. Voilà, vous avez suivi ces auditeurs, parfois qui n'ont pas répondu directement à la question, mais ils en avaient vraiment, on dirait, gros sur le cœur. Et voilà, un commentaire sur ces interventions, et Francisco Napopola. C'est clair, c'est les frustrations. Les frustrations. Et le rapport armée civile, armée nation, est-ce que ça y est? Parce que quand vous rencontrez un policier dans la rue, sur la route, c'est quoi? C'est que vous devez sortir quelque chose. Aux frontières, heureusement qu'ils ont compris. L'autorité a compris que la fermeture des frontières, ce n'est pas même pour protéger le Togo, parce que les frontières sont fermées pour Covid. On a crié sur tous les médias, tous les journalistes pratiquement, et on fait des articles sur la fermeture, comment les gens sont en train de racketter les populations, et que ce n'est pas bien pour la simple. Voilà, c'est une frontière qu'on dit que 60 personnes ont traversé et personne n'a pu remarquer le passage de 60 personnes, peut-être à moto. Bon, on ne peut pas, puisque les communications ne sont pas aussi très fouillées pour qu'on puisse savoir véritablement si c'est colonne de moto ou comment ils sont vraiment rentrés et repartis. On dit qu'une soixantaine de personnes, on a pu tuer 15 personnes, mais les gens ont pu
transporter les corps de 15 ça dépasse les Américains. C'est les Américains qui ne les jamais. Alors, Omar, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut la question des militaires, les gens l'ont dit, des forces de sécurité, il faut les payer normalement. D'accord? Il faut mettre les moyens à leur disposition. Dire que nous n'avons pas peut-être, je ne sais pas, les drones pour pouvoir aussi contrôler, parce que les drones aujourd'hui sont des jouets. C'est ce que les journalistes même utilisent aussi. On laissait ça, beaucoup même vont avoir des drones. Donc des drones pour surveiller des zones. Il y a des dispositifs militaires, même l'appui aérien. L'appui aérien. Il y a la base chasse de Niantougou qui faisait notre fierté. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons encore ces dispositifs? Nous avons des avions encore? Est-ce que nous avons des hélicos de combat? Voilà, mais nous avons des plans d'urgence. On a signalé des frappes à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. Bon, ce serait une fierté pour nous. Hein, c'est une réalité, puisque c'est un journal burkinabé. Et puis, je crois, le ministre n'a pas confirmé ça en tant que tel. Je n'ai pas suivi ça dans son communiqué. Mais ce serait une fierté pour nous si nous avons les moyens d'aller frapper au Burkina, sinon d'aller stopper l'ennemi de là. Donc, il faut mettre les populations un peu à l'aise. On n'a pas dit totalement à l'aise parce qu'on souffre partout. Il y a la question de sécurité, doter nos forces de l'ordre et de sécurité des moyens pour véritablement combattre l'ennemi. Oui, Didier. Oui, c'est vrai, bien malin qui pourra dire qu'il détient la solution magique. Parce que, je retourne encore sur mon constat, c'est que là également sur ce plan, aujourd'hui tout le monde crie qu'il faut une union, il faut une symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Bien entendu, c'est l'appel que nous pouvons lancer naturellement. Mais est-ce que nous avons des préalables? Nous avons une base qui permette aujourd'hui à ce que cette collaboration-là, cette symbiose-là vienne naturellement, comme cela aurait été le cas ailleurs. Non, parce que vous avez vu, un auditeur a bien dit qu'on avait monté l'armée contre la population. On demande aujourd'hui à la population de collaborer avec l'armée. Est-ce qu'on dit la même chose aux forces armées? C'est-à-dire de collaborer avec la population ou de s'attendre à ce que la population leur apporte de soutien. Je ne crois pas, ou je ne sais pas. Je ne sais pas si on leur donne cette information, mais de toute façon, aujourd'hui, Togolais, on n'a pas le choix. On a besoin de nous serrer les coudes pour quand même faire face à l'ennemi. Sauf que aujourd'hui, la plaie, elle est grande. Le temps qu'elle... il faut que les Togolais fassent l'effort de passer l'éponge pour que... Oui. J'ai un titre là d'un éditorial du journal L'Échiquier en date du 13 mai. Union sacrée contre le terrorisme, c'est un éditorial signé Tony Feda. Et je lis: la lutte contre le terrorisme requiert un impératif de réconciliation nationale qui passe par des réformes profondes en vue de la pacification du théâtre politique. Bien entendu, aujourd'hui, vous savez... C'était juste un extrait de cet éditorial-là. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, parce que si nous voulons aujourd'hui vraiment combattre le terrorisme en tant que peuple uni et tout rassemblé, il y a des préalables à faire. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'une élection. Le chef de l'État est proclamé vainqueur à 70%, mais nous sommes rentrés dans la Covid, il y a eu des coups de feu avec des répressions, avec des morts d'hommes. Il y a la contestation des résultats de l'élection qui continue avec un certain nombre de personnes. Des gens sont toujours en prison pour des faits politiques, même jusque dans les affaires des incendies. Quand on remonte jusqu'en 2012, il y a des gens qui sont encore en prison. Des gens ont été taxés, des Togolais avaient été taxés de terrorisme parce qu'ils marchaient. Ils ont juste organisé des manifestations. Ils ont été jetés... Que le pouvoir considérait comme manifestation violente. Voilà, ils ont été jetés en prison. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Togolais qui attaquent le Togo. C'est l'ennemi qui vient attaquer le Togo. Et donc, si nous laissons les terreaux comme ça, avec des gens qui ont des ressentiments, des gens qui ne se sentent vraiment même pas concernés, des gens qui sont même, des fois, à la limite, joyeux de ce que des soldats, et ça aussi j'en ai vu, des gens dans la ville qui étaient quand même contents qu'on ait tapé sur nos soldats. Ça aussi, c'est... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le danger que cela représente. Mais ils n'ont pas compris que derrière les soldats, quand on saute le verrou des soldats, que c'est sur eux, on tombe directement. Et donc je dis, c'est compliqué pour nous, mais il va falloir y aller, comme nos confrères le disent d'ailleurs, il va falloir y aller, proposer rapidement des réformes. On va reprendre tout à l'heure. Chers confrères, on signale
l'enlèvement d'une famille italienne et d'un Togolais à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Et je ne sais pas si c'est parce que les djihadistes sont désormais le Togo en ligne de mire ou est-ce un hasard que ce Togolais s'est retrouvé là-bas, mais il faut quand même, c'est inquiétant quand même cette affaire-là. Oui, je n'ai pas pu intervenir à propos de ce qu'il fallait faire. Oui, c'est ça. Et le journal qui en a parlé, il y a Liberté aussi, qui a suggéré une armée républicaine. C'est très important parce que l'armée, c'est tous les fils de la nation. Tous les fils et fils de la nation. Parce que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé au Mali, où un de nos blindés a sauté sur une mine, on a l'impression que c'est juste une partie du pays qui est représentée dans l'armée. Et là aussi, quand on est en train de voir, présentement, les noms, tout ça ne sont pas la chose. Donc, il ne faut pas que ça soit une seule. Quand quelque chose arrive, il faut qu'on sente que c'est tout le Togo qui est représenté dans ces institutions, dont l'armée. Et pour l'affaire de prise d'otages au Mali, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est le Togo qui est ciblé, mais par le passé, il y a eu des actions successives qui nous ont fait croire que le Togo était ciblé. C'est-à-dire que bien avant, par exemple, l'année dernière, dans la patrouille togolaise qui a sauté sur une mine, il y avait eu un camp où étaient les Togolais qui avaient été attaqués. D'accord? Et puis, un peu avant ça, on a perdu des soldats. Hein. On a eu des gens qui ont sauté sur une mine, je crois, au début de l'année 2020. Et il y a un jeune que je connais qui est décédé, mais il est mort ici. C'est-à-dire qu'ils ont sauté sur la mine, après on est parti les traiter, et ils sont rentrés une semaine après, il est mort. Par suite, et des blessures, je vous dis, quand les gens reçoivent des blessures de balles, ce n'est pas une affaire à soigner avec de l'aspirine, c'est une assistance à vie, et puis psychologiquement, les gens ne tiennent pas. D'accord? Donc ceci pour... l'enlèvement de l'Italien et l'autre Togolais, peut-être c'est le hasard des choses. On ne peut pas dire que c'est le Togo qui est ciblé. C'est ce que nous espérons. Alors, avant de poursuivre notre débat, nous allons découvrir le reste des événements de la semaine au Togo, retenus pour cette émission Hervé Essai. Séance plénière ce mardi à Lomé, entre autres sujets évoqués, le processus de modernisation et de dynamisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Processus entamé depuis plus d'un mois par le gouvernement togolais. Le projet de loi relatif à la modernisation de cette chambre était soumis à l'appréciation des élus du peuple. Il a été voté à l'unanimité. Kodjo Adedje, ministre du Commerce et d'Industrie du Togo. Le gouvernement dispose désormais d'un précieux outil de modernisation de la Chambre de commerce et d'Industrie du Togo. À cette heureuse occasion, je voudrais vous rassurer de la détermination du gouvernement à mener à son terme le processus qui aboutira dans les plus bref délai à l'élection d'une nouvelle chambre consulaire. La représentation nationale du Togo au cours de la séance plénière a rendu hommage aux victimes des attaques terroristes du 10 au 11 mai dans le nord du Togo à Pekpakandi. Les députés ont condamné cette attaque et réaffirmé leur engagement à apporter leur soutien à la lutte contre le terrorisme. Il faut ajouter que le bilan complet de la dernière attaque est désormais connu. 8 morts côté togolais et éléments nouveaux, on dénomme 15 morts du côté des terroristes. Le ministre de la Sécurité, le général Damran, nous en dit plus. Par des sources bien informées, bien vérifiées, il y a eu une quinzaine de morts dans le groupe des assaillants. Ce qu'ils ont pu faire, c'est transporter rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ces corps ont été inhumés. Et le
président de la République, chef des armées, lors de cette tournée, a donné des instructions fermes de ne même pas céder 1 centimètre carré de notre territoire à ces groupes armés terroristes. Les forces armées ont été sensibles à la réaction de nos populations. Ça, il faut dire qu'aujourd'hui, la population sur le terrain là-bas collabore et ça doit être à tous les niveaux. Ça ne doit pas se limiter seulement à la région de la savane. Tout Togolais doit se sentir concerné. Le baccalauréat première partie a pris fin vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont au total 75 427 candidats inscrits à cet examen. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Odin, a fait un tour dans certains centres d'écrit de Lomé pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le premier message, c'est un message de remerciement et de félicitations aux acteurs de l'éducation qui ont pu faire de cette année une réussite et qui ont formé ces élèves-là et qui les ont organisés, les ont inscrits et les ont conduits à l'examen qui a bien démarré. Pour les élèves, c'est un message de soutien, un message de félicitations, un message de souhait, de bonne réussite de la part du chef de l'État, du gouvernement tout entier à ces candidats-là pour qu'ils réussissent brillamment et puissent aller rapidement au bac 2 l'année prochaine. C'est officiel, l'État togolais a décidé lundi la réouverture de toutes les frontières terrestres aux voyageurs. Cette décision du gouvernement, selon les autorités, tient compte du ralentissement constaté de la propagation de la maladie à la Covid-19. Cependant, le gouvernement invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours. Pour mémoire, c'est depuis mars 2020 que les frontières terrestres ont été fermées au Togo au plus fort de la pandémie à Covid-19. Et puis, la 27e édition de la plus belle fille du Togo a été lancée mercredi à Lomé. Vous êtes jeune fille, moins de 25 ans, c'est un atout pour succéder à Adjo Estelle Tossou, Miss Togo 2022. La première phase a débuté hier vendredi avec l'ouverture des candidatures pour finir le 30 juin 2022. La deuxième phase sera consacrée aux élections régionales dans les 5 régions économiques du Togo pour finir avec la finale le 10 décembre 2022. Reprenons le fil de ce débat avec la réouverture des frontières terrestres togolaises. Ainsi, après un peu plus de 2 ans de fermeture, le Togo a pris la décision de rouvrir ses frontières terrestres avec ses voisins à compter de mardi 17 mai à partir à 0h00. Et il était temps, n'est-ce pas, Francisco Napokura? Oui, cette situation a trop duré, ça a perduré. On a toujours dit que la fermeture des frontières n'est pas une bonne chose. Encore que, à côté, en temps le Ghana a ouvert, au niveau du Burkina, c'est la frontière ouverte. Au niveau du Bénin, j'ai eu au moins à traverser pendant que les frontières étaient fermées, à traverser la frontière au moins 6 fois. Donc, c'était difficile. C'était difficile. Les raquettes dont on parlait, c'était légion là-bas. Il faut payer 10 000 pour traverser. Et 5 000 chez le policier, 5 000 chez les agents de service d'hygiène. Et vous traversez, vous arrivez au niveau du Bénin, vous payez un laissez-passer officiel. Et on vous donne un reçu de 6 000 francs CFA. Alors qu'au niveau Togo, on vous donne 5 000. C'est-à-dire que si vous voulez passer à voiture, et quand vous rentrez encore dans votre pays, vous revenez dans votre pays, vous devez payer encore à ces 2 postes-là 5 000 avant de rentrer. Et au côté Bénin, on ne vous prend plus rien. Donc si dans le même mois, vous retournez, le laissez-passer béninois fait 1 mois. Si vous retournez dans le mois, ça veut dire qu'on ne vous prend plus de l'argent. Donc, vous voyez ce que les gens ont fait pendant des années. Nous avons eu des échos au niveau de la frontière 5AC également, où on vient, on vous dépose, et si vous voyagez, on vous dépose à quelques mètres de la frontière, et c'est des gens qui vous prennent en moto pour passer des coins. Entre la frontière et choses, vous payez dans l'ordre de 25 000, voire 30 000 pour pouvoir traverser. Et les gens ont gagné cet argent pendant des mois et vous voulez que les populations soient en symbiose avec tout. Donc, heureusement que maintenant, ils ont compris, ils ont ouvert les frontières. Mais le fait d'insister encore sur le pass vaccinal, ça aussi, ça laisse
disons, encore une possibilité aux agents frontaliers de pouvoir encore prendre de l'argent chez les populations. Moi, j'aurais préféré qu'on ouvre les frontières et qu'on en fasse de même du côté comme le Bénin l'a fait avec un laissez-passer, et qu'on sache que si quelqu'un veut traverser notre frontière officiellement, c'est ce qu'il faut payer. Et quand c'est payé, on lui donne un reçu, on sait que l'argent va dans les caisses de l'État. D'accord? Parce que ce que les gens ramassent aux frontières dépasse ce que les postes de péage prennent. Donc, or, cet argent, si on l'organisait comme ce que les Béninois organisent, on pouvait faire quelque chose dans le budget avec. Voilà, donc on a ouvert, mais le pass vaccinal qu'on a encore laissé là-bas, et ça, c'est encore source de raquettes, voilà, pour encore les populations. Et le fait que le Togo ait encore gardé fermé pendant une certaine période ses frontières, après que les pays qui nous entourent ont ouvert le leur, cela ne pourrait-il pas être cause de mécontentement de la part de nos voisins? De toute façon, ça n'a pas servi ni les Togolais ni les citoyens de la région. Surtout que le Togo est l'un des pays, l'un des fondateurs de la CEDEAO. On a placé la libre circulation des personnes et des biens. Et il faut être honnête, il faut le dire, le Bénin n'a pratiquement jamais fermé ses frontières, même au plus fort de la Covid. Le Bénin n'a pratiquement pas fermé ses frontières. Le Ghana, juste un peu. Mais c'est le Togo qui a hermétiquement fermé les frontières. Et la fermeture des frontières n'a même pas servi l'État. Ça n'a pas empêché des gens de venir, parce qu'il fut un temps, les cas de Covid ici ont été augmentés par les voyageurs qui venaient. Donc, les voyageurs venant d'où? Ils passent les frontières pour arriver. Et même le premier cas de Covid, ça veut dire que si arrivé, la frontière était véritablement ouverte, ça veut dire qu'on aurait eu plus de cas de Covid-19. Non, même pas. J'ai dit, nous sommes en Afrique. Faire dire qu'on ferme le frontière. Si on dit que fermeture de frontières aériennes aux frontières maritimes, ça, je croirais que c'est vraiment efficace, parce que aucun bateau ne peut véritablement venir jusqu'ici si l'armée ou la marine ne le permet. Et ici on dit fermeture de frontières aériennes, aucun avion ne viendrait se poser ici si l'armée ne lui permet. Mais quand on dit fermeture de frontières terrestres, ça, c'est comme on verse de l'eau sur le dos du canard. Ça n'a aucun effet pratiquement, parce que si vous voulez... Mais ça limite au moins les déplacements, parce que... Non, ça ne limite rien, je dis. Si vous voulez vous rendre à l'extérieur du pays par la terre, vous vous rendrez. Parce qu'il y a tellement de bitnaï, il y a tellement de preuves. Et les militaires qui sont à la frontière sont là. Vous le voyez, vous savez. Vous le voyez, mais... Hila Kondi, à Sanvi Kondi pour nous, Hila Kondi pour le Bénin, qu'est-ce qui était fait? Des gens ont déposé une bassine là-bas, vous déposez l'argent dedans, vous passez. Et l'argent là, je suis sûr que ça ne rentre jamais dans les caisses de l'État. Donc dire qu'on fait une frontière terrestre, c'est enrichir les militaires, enrichir ceux qui sont à la frontière, les gendarmes et les militaires, tous ceux qui sont le long des frontières, c'est eux que vous nourrissez, c'est eux que vous enrichissez, vous n'enrichissez jamais l'État. Donc, cette fois qu'on a décidé d'ouvrir les frontières, et le doyen le dit, on aurait dû ouvrir véritablement les frontières, oublier cette histoire de passe, parce que Covid, maintenant, pratiquement personne n'en parle. Personne n'en parle. Chez nous ici, personne n'est plus rigoureux sur cette situation, parce que Covid est en train de partir de lui-même. Parce que Covid ne va jamais pratiquement rien faire aux Africains. Il est en train de partir. Donc, on aurait pu dire... Alors, Covid a quand même tué des Africains. Combien Combien par rapport au paludisme et par rapport à Ebola? Ce qu'il faut ajouter, et les gens vont vous dire qu'il y a une cellule au niveau du ministère de la Sécurité qui délivre les laissez-passer. C'est ce qu'on vous demande. C'est comme si vous avez le laissez-passer, vous n'avez pas Covid, n'est-ce pas? Mais quand vous déposez cette lettre de demande, c'est peut-être que vous l'aurez. D'accord? Donc, que ceux qui disent qu'il y a une cellule, moi j'ai testé, à avoir l'autorisation au moins 2 fois, je ne l'ai jamais eu. Donc, j'étais obligé, comme le déplacement est obligatoire, d'aller payer pour traverser. Ça me fait 20 000 chaque traversée, aller-retour. Maintenant, j'ai même fait une demande de traverser pour le Burkina, parce que j'ai quelqu'un qui allait au Burkina à voiture. Je suis allé au consul du Burkina, c'est séance tenante. Et le timbre fait 250 000. Au consul du Burkina, c'est là, moi je suis qu'il y a un consul du Burkina vers Défitech, d'accord? Et séance tenante, c'est un timbre de 250 000 que j'ai payé au consul, et on m'a fait le laisser passer. Au ministère togolais, vous déposez le dossier,
Vous partez, on vous dit, on va vous appeler, vous allez faire des démarches, fatigué, vous êtes obligé de partir. C'est comme c'est fait sciemment, hein, pour que les gens traversent et payent à la frontière. Vous voyez devant les banques aujourd'hui, il y a certaines banques comme Orabank qui continuent d'insister avec le thermomètre pour prendre la température des gens. Mais l'OMS n'a pas encore déclaré. Aujourd'hui, attendez, ça c'est des erreurs inutiles. Vous demandez à ceux qui sont dehors, depuis qu'ils utilisent les thermomètres. Combien de personnes vous avez une fois identifié? Même pire même, on leur ajoute un service supplémentaire qui n'est pas rémunéré. C'est-à-dire que ces agents qui posent, c'est-à-dire que c'est comme c'est devenu un jouet. Bien, on va avancer le temps. Alors, le bac a démarré cette semaine au Togo, mais des gens se demandent quelle est encore l'utilité de cet examen, à part le fait d'être un tamis qui fait parfois perdre du temps aux élèves. Êtes-vous pour ou contre le métier du bac 1? Expliquez votre réponse. Voilà qui pourrait faire l'objet d'une dissertation, justement, bac 1, Didier. Bon, bien entendu, on pourra se poser que c'est une question légitime. En 2022, c'est une question légitime. Alors, quel est l'objectif du bac 1 au départ? Le bac 1 au départ, c'était un examen test, naturellement, puisque ce n'est jamais reconnu comme un diplôme. C'est un examen test qui permet, donc, comme on dit, de tamiser et de permettre à ce que ceux qui auront passé le tamis, donc ceux qui iraient en terminale, ont un bon niveau et qu'il n'y ait pas un taux d'échec important au bac 2. Voilà. C'est ça l'objectif. Est-ce que ça n'a jamais marché? Est-ce que cet objectif a jamais été atteint? Je ne crois pas, parce que au bac, on a toujours un taux de réussite inférieur à 50%. Rarement on a atteint 50%. On a un taux de réussite inférieur à 50%. À partir de ce moment, on se demande, il y a même eu des bacs ici, le taux de réussite était de 18%, de 20%. Donc ça veut dire que les gens qui avaient eu déjà un bac 1, donc qui ont un bon niveau, qui ont traversé le tamis, arrivent en terminale et subitement deviennent des tarés. Deviennent des tarés au point qu'on va à l'examen et c'est seulement la moitié de ceux qui étaient bons il y a quelques mois qui arrivent à avoir l'examen du bac 2. Mais quel est ce génie-là togolais? C'est vraiment un génie, mais qui ne sert à rien finalement. Oui. Parce que si vraiment l'objectif c'est de tamiser et de permettre à ceux qui ont un bon niveau d'aller en terminale, et en terminale d'être outillé pour affronter l'examen du bac 2 et d'avoir facilement le bac 2 pour aller à l'université ou d'aller dans d'autres secteurs, et qu'on arrive en terminale et on sait plutôt le taux d'échec au niveau de terminale, au niveau du bac 2 est plus important que le taux d'échec au bac 1, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, un dysfonctionnement dans le dispositif même du système éducatif qu'il faut voir. Donc, est-ce que le bac 1, à partir de ce moment, à partir de ce constat-là, est-ce que le bac 1 est encore utile à ce jour? Parce que ce bac a perdu du temps à même des élèves très intelligents qui n'ont pas pu affronter les examens, enfin, notamment le bac 1, et qui ont abandonné l'école comme ça. Mais les gens, des fois, qui ne travaillent rien, qui arrivent à l'examen, qui ont la chance. L'enseignant n'a pas courant pour dire ce qu'il a fait. Je ne dirais pas grand chose à propos. Moi, je pense qu'il faut quand même, il faut le maintenir, d'accord, mais peut-être en faire un diplôme intermédiaire, parce qu'aujourd'hui, le BPC, on a tendance à voir que le BPC n'est plus de... Mais quelqu'un qui a pu faire le bac 1, qui est allé en terminale, il faut qu'on le considère dans le système de diplôme pour que, au moins, dans les classements au niveau des services, que ça puisse prendre... Ça peut servir, quoi. Voilà. Oui, dans ce cas, on serait d'accord que le bac soit maintenu et considéré comme un diplôme dans les classifications. Sans quoi, avec les écoles privées, tout ça, si on saute le bac 1, ça va être difficile. Bien, alors, le temps qui nous reste sera consacré à l'actualité internationale de la semaine. Donc, voici les événements sélectionnés par Anani Vidjarakou pour le débat de ce matin. Le Mali s'est retiré cette semaine du G5 Sahel et
de sa force militaire anti-djihadiste. Motif, les autorités de la transition protestent contre le refus qui leur est opposé d'assurer la présidence de cette organisation formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Selon un communiqué, Bamako rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique nationale du Mali pour s'opposer à l'exercice de la présidence de l'organisation par Bamako. Colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole de la transition malienne. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Dans le rang des soutiens à la transition, on accuse la France. Mikoro Kane, président de la commission de défense nationale CNT. Les fonds qui sont destinés au G5 ne viennent pas chez nous, ni dans la poche du Burkina, ni dans la poche du Niger, ni dans la poche du Tchad, mais ça va dans les poches de la France, qui va chercher des marchés pour payer des matériels pour nous. On a créé une force que l'on empêche de fonctionner. Du côté de l'opposition, ce retrait du Mali et du G5 Sahel va aggraver la situation sur le terrain. Youssouf Aya, porte-parole du cadre d'échange des partis pour une transition réussie. La lutte contre le terrorisme est une lutte qui a besoin de mutualiser les efforts, et tous les efforts. Et ce retrait va encore isoler davantage le pays, et ce qui n'est pas souhaitable dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Abordant le sujet lors d'une réunion mercredi, le Conseil de sécurité a déploré le retrait du Mali du G5 Sahel et a appelé à la reprise du dialogue. Nous restons au Mali, dont les autorités affirment avoir déjoué un coup d'État. 7 officiers et sous-officiers inculpés dans cette affaire pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État ont été placés sous mandat de dépôt mardi. Parmi eux figure le colonel Amadou Keïta, rapporteur de la commission de défense du Conseil national de la transition. Arrestation au Tchad, Maître Massa Lolonga, le porte-parole de la coalition des partis politiques et associations de la société civile Wakitama, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt lundi. Son arrestation fait suite à celle de 4 autres leaders de la coalition Wakitama, ceci au lendemain des manifestations dans plusieurs provinces du Tchad. La France a depuis lundi un nouveau premier ministre. Son nom, Elisabeth Borne. Celle-ci a dédié sa nomination à toutes les petites filles qu'elle a invitées à aller au bout de leurs rêves. C'est la deuxième fois que la France a une femme comme Premier ministre après Heidi Cresson entre 1991 et 1992. Et puis l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye du club français Paris Saint-Germain a été sommé mercredi de s'expliquer pour son refus supposé de s'associer à une action contre l'homophobie par le comité éthique de la Fédération française de football. Le milieu de terrain est fortement soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas porter le maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel des fiertés LGBT lors d'un match du PSG face à Montpellier. Si les associations le critiquent en France, Idrissa Gana Gueye a reçu plusieurs soutiens de taille, dont celui du président sénégalais Macky Sall. Dans un tweet mardi, le chef d'État sénégalais a demandé le respect des convictions religieuses du footballeur. Pour Matar Ba, ministre des Sports du Sénégal, on ne peut pas demander à un joueur d'abandonner ses convictions religieuses. Je pense que quand on signe un contrat, c'est pour jouer au foot, c'est pas pour abandonner ses convictions. C'est un musulman qui est né au Sénégal, qui a une bonne éducation, et je pense que le domaine des sports aussi demande une certaine liberté d'appréciation, surtout si ça concerne des convictions. Donc je pense que tout ce qui se passe autour de cette question, tout ce qu'on dit, il y a beaucoup de choses qui sont très mal placées. En tout cas, il a notre soutien, il a le soutien de son pays, du peuple sénégalais, et nous tous sportifs, on est avec Idrissa Gana. Alors nous prenons le dernier sujet. La journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie est célébrée le 17 mai de chaque année. J'en parle pour aborder le lynchage dont est victime l'international sénégalais du PSG, Idrissa Gana Gueye, pour avoir refusé de jouer à Montpellier le samedi 14 mai lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Alors, Francisco, comprenez-vous ces attaques contre le Sénégalais, un musulman pratiquant et venant d'un pays qui serait à 95% musulman? Ne prenons pas la chose comme musulman. Oui. Idrissa a refusé de collaborer. C'est au nom de sa conviction religieuse quand même. Au fait, personnellement, là où moi je suis devant vous, oui,
moi je ne le ferai pas. C'est-à-dire dire que comment vous l'appelez, cette histoire de gay, de LGBT, tout ça là, je ne m'associe pas. C'est des choses à condamner qui ne doivent pas venir chez nous. C'est-à-dire que le gars a un contrat pour jouer le ballon. Il n'a pas un contrat pour venir faire la sensibilisation pour des homosexuels. Et puis, le truc, c'est extrêmement grave. Et le joueur a raison de refuser. D'accord? Si, par exemple, lui, il appelle à ce que, par exemple, les femmes musulmanes fassent telle chose, est-ce que le PSG ou bien le football va accepter? Non, on veut associer son nom à quelque chose dont il ne partage pas les valeurs. Ce n'est pas tout le monde qui partage ça. Et nos pays doivent comprendre que nous n'allons pas faire commettre des erreurs comme ces occidentaux qui créent de n'importe quoi, et homosexuels. Vous ne voulez pas faire des enfants, mais vous voulez avoir des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand vous choisissez pour dire que vous êtes homosexuel, c'est que vous avez rompu avec beaucoup de choses qui sont d'ordre naturel. Donc le joueur Idrissa a raison, Ganagay a raison, et nous devons les soutenir parce que ces valeurs, les gens sont en train de les importer dans nos pays. La dernière fois, les Togolais, quelque part, ont pu reconduire ces gens, ce type de personnes-là, c'est-à-dire les renvoyer. Oui, cet aspect-là. Oui, Didier, une réaction rapidement par rapport à ça. Non, sur le sujet, moi je me demande où est la France des droits de l'homme? Où est la France de la liberté d'expression? Parce que ce n'est pas forcément l'histoire qu'il a refusé, ou des LGBT, ou de tout ce que... Mais ce que nous pouvons voir et condamner ici, c'est que la liberté d'appréciation, la liberté d'expression, la liberté de penser d'Idrissa Gana Gueye est en train d'être attaquée par des Français qui ont été pendant longtemps les chantres de ces valeurs. Grandes personnalités, Valérie Pécresse, la ministre des Sports, etc. Oui. Qui, voilà, mais on se demande où est cette France? Enfin, qu'est devenue la France? La France que nous avons étudiée, la France des Lumières. Oui. Mais elle est devenue, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que c'est la question. Donc Idrissa Gana Gueye, parce qu'il joue en France au PSG, ne peut plus penser de lui-même. Il ne peut plus choisir. Il ne peut plus manger ce qu'il veut, il ne peut plus aller où il veut, donc il doit faire tout ce que les Français veulent. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable et insupportable qu'en 2022, on en soit dans ce genre de dérive et qu'on demande aux joueurs de s'expliquer par rapport à quoi. Il a fait ses choix. Mais s'il a violé une partie de son contrat, que son employeur constate. Et s'il a résilié le contrat, qu'il résilie le contrat. Il y a quand même des terrains en Afrique pour jouer aussi, ou dans d'autres pays pour jouer. Mais de lui demander d'aller porter un maillot ou des couleurs de LGBT pour défendre une cause pour laquelle il n'est pas en France, on ne lui a pas donné visa pour la France pour aller défendre les LGBT, non. Et il n'a pas signé un contrat pour ça. Non. Voilà, donc c'est inconcevable. Voilà, ce n'est plus un secret, l'homosexualité existe chez nous, mais il est aisé de constater que les personnes concernées par cette orientation sexuelle sont l'objet de violences et d'humiliation. On les dénude en public, on les insulte, etc. Alors, même si officiellement on affirme que l'homosexualité ne fait pas partie de nos valeurs, a-t-on pour autant le droit de faire subir aux homosexuels ce que nous voyons dans les vidéos, Francisco Napoukwa? Non, ils n'ont pas le droit de détruire les fondements de nos sociétés. Oui, on parce est d'accord. que dans nos sociétés, il n'y a pas une raison que les gens les attaquent publiquement, les insultent, les humilient, les dénudent. Est-ce que c'est bon de ce que... Parce que ce qu'ils traînent comme aujourd'hui, qu'ils sont en train de ventiler à travers ce comportement, c'est la déchéance de nos sociétés. C'est la déchéance totale. On ne doit pas leur permettre, je ne dis pas de les faire violence. D'abord, même c'est notre État même qui pénalise ce type de comportement, alors que quand vous voyez ces gens qui font des choses pareilles là, sont parfois des enfants ou des proches des autorités. Ça, il ne faut pas se le cacher, parce que ça a commencé par les riches.
C'est que ceux qui ont l'aspect que je voulais qu'on aborde, est-ce que les gens, est-ce qu'on peut se permettre de les humilier? Oui, ils ne doivent. C'est comme vous me dites que les gens vont se tenir dans la rue en train de faire l'amour et qu'on ne puisse pas les rappeler à l'ordre. C'est la déchéance des valeurs. Didier, ton avis par rapport à ça? Alors, mon avis n'est pas trop différent de ce que dit Francisco. Ce que je pense, c'est que quoi? Nos sociétés sont très attachées à la pudeur. Il y a ce qu'on appelle la pudeur. Donc, si des gens sont là, font attentat à la pudeur, mais il faut quand même qu'on réagisse. Qu'on ne les laisse pas faire. Est-ce qu'on a le droit de les humilier comme ça, de les décider, et peut-être qu'on peut même leur porter un coup qui peut être mortel? Nous sommes sur des terres africaines. Et les terres africaines ont leurs règles, ont leurs valeurs. On ne se fait pas justice, non? Non, je ne dis pas qu'on se fait justice, mais on rappelle juste à l'ordre des gens qu'on ne les violente pas, on leur fait quand même du bien. On les frappe même, Moi, voici ma conception de la chose. L'homosexualité n'est pas une bonne chose. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Mais si quelqu'un pense que c'est bon pour lui, ce que quelqu'un fait sous son drap n'engage que lui quand même. Si vous voulez être homosexuel... La sphère privée. Oui, c'est privé à cette affaire. Oui. Ce que vous faites sous votre droit, je n'ai pas le droit de venir vous demander qu'est-ce que vous avez fait sous votre drap avec votre famille hier ou avec votre partenaire hier. Non, c'est sous votre drap, dans votre lit, dans votre chambre, ce n'est même pas au salon, c'est encore moins sur la cour de la maison. Donc c'est en privé. On parle quand même des choses tellement intimes qu'on veut exporter dans le public et on veut que des gens ne réagissent pas. Là aussi, la HAC a un rôle important parce que les films, les dessins animés qui défilent sur nos télés, il faut les contrôler et rappeler les chaînes. Même si les chaînes sont internationales, il faut les rappeler à l'ordre parce que c'est pas là qu'ils piquent déjà les enfants, les tout petits, à adhérer à ces idéaux, des contre-valeurs. Voilà, il faut rappeler les gens à l'ordre. Je suis désolé, on va pas aborder les autres sujets. Et c'est la fin de cette émission. Je remercie les confrères Francisco Napokura de Tampa Express et Didier Assogba de Togo Breaking News. Auditrices et auditeurs de la 96.3, recevez nos sentiments de gratitude pour votre fidélité à Rétro 7. Les trois mousquetaires Hervé Essay, Anani Vidirakou et Aïté Messan se joignent à moi de là à Agbo pour vous demander de nous retrouver samedi prochain à la même heure si Dieu le veut. Je rappelle que Rétro 7 est rediffusé le dimanche à partir de 11h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.